Monsieur que j'aimais beaucoup, fort sympathique, l'ancien ministre et astronaute Marc Garneau. Ça a été surprenant quand même d'apprendre son décès On hier. n'avait pas su qu'il était malade. Je pense que ça s'est passé quand même assez rapidement. Même l'agence spatiale hier était surpris. Là. Oui, on parle d'un cancer virulent. Peut-être qu'effectivement, on n'était pas au courant. Donc, ça a surpris plusieurs personnes quand la nouvelle est sortie hier en après-midi. Donc, en début de soirée, en fait, décès de Marc Garneau à 76 ans. Les réactions sont unanimes, évidemment, depuis hier, là, auprès de la classe politique, de ses proches également. On lui a donné beaucoup de qualificatifs à M. Garneau, un homme brillant, intelligent, élégant. Il a eu toute une carrière, il faut le mentionner quand même. Pour être astronaute, il faut que tu aies, tu sais, quand on dit intelligent, faut que tu aies un CV, puis des diplômes, puis tu sais, t'as passé, tu sais, si t'es astronaute, là, des examens puis des tests où t'as passé premier parmi plusieurs, là, c'est un puis un autre, là, toutes les étapes du processus. Beaucoup de résilience. Oui, absolument. Ouais, ils ont beaucoup de diplômes souvent aussi. Donc lui, avant de faire son entrée en politique, il a œuvré au sein de la Marine royale canadienne. Dans les années 80, il est devenu le premier astronaute canadien à aller dans l'espace. C'est pas rien quand même. Il a pris part à plusieurs missions avec la NASA et il a contribué à développer la station spatiale internationale. Il y a eu beaucoup de réactions, évidemment, je le disais, de la part de ses ex-collègues libéraux. Pensons à Mélanie Joly, Anita Anand, Mark Miller, qui ont salué son intelligence remarquable, sa force tranquille aussi, et son parcours qui a inspiré plusieurs personnes. L'Agence spatiale canadienne, Isabelle t'en parlait, a réagi aussi parlant de l'héritage de Marc Garneau qui va perdurer dans l'Agence spatiale canadienne, donc dans l'agence gouvernementale. Et Mark Carney aussi qui a réagi, là, que son parcours allait être une source d'inspiration. Donc vraiment, là, c'était toute une annonce hier, là, le destin de Marc Garneau. J'ai trouvé ça touchant, moi, le commentaire de Chris Hadfield qui disait que c'était comme un mentor, un modèle, un ami. Mais je pense que pour tous les astronautes, d'ailleurs, on va parler à David Saint-Jacques durant l'émission, mais pour tous les astronautes, parce que nous, on les voit, là, des gens, mettons, à Hadfield ou Saint-Jacques, d'un certain âge maintenant, mais il faut penser que M. Garneau a 76 ans, avec ici, eux, maintenant, c'est des gens dans la cinquantaine. Ça veut dire qu'ils étaient, dans le fond, ils étaient des ticus. Oui. Ils étaient des ticus quand M. Garneau était dans l'espace, là, tu sais. Fait qu'ils étaient à l'âge de s'inspirer, à l'âge de rêver, de s'imaginer, tu sais. Fait que c'est certain qu'il a été une inspiration. Mais moi, parce qu'il y a eu son passage en politique, moi, je retiens de lui quand même quelqu'un qui a jamais... il y a un côté en politique, je le dis des fois à moitié à la farce, mais il y a un côté théâtral, il y a un côté spectacle qui est inhérent à la politique. Puis, lui, il n'a jamais joué ça. C'est-à-dire qu'il pour le meilleur et pour le pire, là, ça fait qu'il y a un certain... Il n'aurait pas pu être chef de parti, parce qu'il n'y a pas ce côté spectaculaire, mais en même temps, il était comme humble, assez non-partisan. Tu l'as jamais vu se pogner avec le parti adverse puis tout ça. Mais, travaillant dans ses affaires, respectueux de tout le monde. Puis là, parce que les dernières fois qu'on lui a parlé, c'est récent, il a sorti un livre là, sur son incroyable aventure. Je sais pas le titre du livre, mais c'est le plus long, le plus beau, extraordinaire des voyages. Le plus extraordinaire voyage, j'allais dire le plus beau voyage. Je me souviens de son livre, je l'avais reçu. On avait jasé longuement. J'ai fait une assez longue entrevue sur le livre. Mais tu sais, sa vie, le livre, je l'avais lu avant de le recevoir, le livre est fascinant là-dessus. Pour dire même qu'on avait oublié le fait d'être en politique, puis d'être un personnage en politique un peu réservé, un peu tranquille. On avait comme oublié, OK, c'est quand même été le premier astronaute. Il en a fait des affaires. Il a dirigé l'agence spatiale. Puis ce qu'il pensait avant, les sacrifices, il faut dire qu'il y en avait des milliers de candidatures à l'époque. Là, puis lui, il a fait partie des 6 sélectionnés. C'est quelque chose. Puis il y avait eu un document aussi fait par Historia, Mission spatiale 84, cet automne aussi, qui nous relatait toute la mission, les dangers. On se rappelait de l'explosion qu'il y avait eu avant ces années-là. Bref, ça a été... c'est très touchant. On peut le relire, d'ailleurs, sa biographie. François Legault veut revoir à la baisse les cibles d'immigration. Oui, les cibles d'immigration permanentes au Québec au cours des prochaines années. C'est le ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge, qui dit vouloir mettre la hache dans les seuils qui dépassent les 50 000. En 2026 et 2029, il y a des scénarios qui vont être à l'étude. On parle de 3 scénarios entre 25 000 et 45 000 nouveaux arrivants permanents. Donc, on va étudier 25 000, 35 000 ou 45 000. Un changement de cap
que Québec juge nécessaire. Les provinces... parce que c'était 50 000 le chiffre, puis c'était 50, dans le fond, qui était devenu, c'est ça, qui était devenu quasiment 60. Ben, on est à 64 000 là, qui devraient être admises cette année. Donc là, on veut réduire ça parce qu'on dit que c'est pas tenable comme ça, là, parce que plus on reçoit de monde, ben là, faut les loger aussi, ces gens-là. On a perdu le contrôle de toutes les autres catégories. On a perdu le contrôle des nombres de demandeurs d'asile. Là, c'est recommencé à rentrer. Mais c'est quand même malheureux parce que c'est comme si la catégorie des immigrants permanents, c'est ceux qui sont le plus soigneusement sélectionnés. Là. C'est ceux pour qui on va dire, il nous faut tel métier. C'est comme si la perte de contrôle du système fait que tout à coup, tu diminues les seuils dans ta portion d'immigration la plus sélectionnée, là, en fonction des besoins du marché du travail. Mais je comprends que le gouvernement est débordé dans tous ses services, les écoles, les classes temporaires, les classes d'accueil. Oui, on se dit dépassé justement par les centaines de milliers d'immigrants temporaires aussi. Donc, on veut revoir ce seuil-là. Le PQ avait proposé un seuil de 35 000 en 2022. Oui, donc ça donne raison au PQ, approche, ça, effectivement. Par contre, les milieux d'affaires, à mon avis, les chambres de commerce sont en région, tous ceux qui ont besoin de main-d'œuvre, là, ça va crier, là. Bien, ça va être à l'étude. 3 propositions en commission parlementaire dès l'automne prochain. Donc, on verra ce que ça donnera, là, mais c'est une intention donc, du gouvernement. Gilbert Rozon, hier, pendant, je pense que juste au moment où Pierre-Marc Johnson terminait son témoignage, l'ancien premier ministre du Québec qui est venu un peu à la défense de Gilbert Rozon. Rozon a parlé aux journalistes, il l'a pas fait souvent, mais a parlé aux journalistes de l'expérience là, du procès. Il a dit qu'il trouvait ça difficile, évidemment, ce procès-là. Il a l'impression un peu d'être la cible des médias, aussi d'être condamné un peu d'avance, c'est ce qu'il a mentionné. Il a dit, il a parlé de la lenteur du processus judiciaire aussi, et il blâme les médias, comme je le disais, parce qu'il a l'impression d'être condamné d'avance, là, que les médias prennent le devant du processus judiciaire, c'est ce qu'il a mentionné. Il y a 16 personnes, 16 femmes qui sont venues raconter une histoire. Je veux dire, les médias, on a rapporté ça 16 fois, là. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça la vie, là? Bon, évidemment... C'est rare, là, quand même, qu'un accusé en plein procès s'adresse aux médias, habituellement. Ils disent que c'est pas une partie de plaisir pour lui, c'est sûr, on le croit, là, évidemment. Mais bon... Jeter le blâme sur les autres, c'est ça, et c'est sûrement pas pour les médias. Quand les femmes ont témoigné une après l'autre, c'est sûr qu'au bulletin de nouvelles, chaque soir, ça donnait le résumé de ces témoignages-là avec leur contenu. Bon, la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, qui suit probablement comme nous le déroulement de la commission SACLIC, de la commission d'enquête sur SACLIC, et hier, qui a fait un pas là, vers une enquête criminelle. Oui, absolument. Geneviève Guilbeault qui a demandé à l'UPAC de se pencher sur le fiasco SACLIC. On sait, on a des révélations avec la commission Galland en ce moment, quotidiennes, qui nous dépassent un peu de voir tout ce qui s'est passé avec ça. On en apprend un peu tous les jours et elle a confirmé à TVA Nouvelles qu'elle a transmis une lettre à l'UPAC leur demandant de se pencher sur ce qui a été révélé pendant la commission Galland. Là, je lisais récemment, là, des analystes posaient la question justement où était l'UPAC dans ce dossier-là. On verra la réponse. Mais moi, dans ma tête, je comprends son intervention, puis personne ne va dire que c'est une mauvaise intervention. Moi, je pense que c'est une intervention qui est inutile, dans le sens que, à mon avis, l'UPAC est aux premières loges. Là, ils disent rien. Eux, là, qu'est-ce que tu veux, ils sont là. Leurs enquêteurs écoutent mot à mot tout ce qui se dit, prennent en note les noms, les dates. Ils prennent en note. Eux... peuvent pas arriver en plein milieu du processus, là, puis ils arriveront pas comme dans le sport, puis dire time out, nous on s'en mêle, là. Ils laissent aller, il y a une commission d'enquête, elle est mandatée, elle fait son travail. Eux, ils prennent des notes, puis après ça, ils peuvent pas, souvenons-nous de la règle de droit, ils peuvent pas utiliser ce qui a été dit à la commission d'enquête comme preuve, parce que c'était dit dans une commission d'enquête publique, mais comme on dit, ils savent où aller chercher. Là, ils ont le droit de retourner aux mêmes sources ou aux mêmes documents ou aux mêmes procès-verbaux. Oui, pour aller chercher leurs propres preuves. Mais c'est plus facile quand tu sais où chercher. Là, tu comprends? Si tu rentres dans une maison et on te dit dans quelle armoire est le balai, tu vas le trouver tout de suite. Si tu rentres dans un scandale puis on te dit exactement où est-ce qu'il y a eu des affaires croches ou peut-être des contrats donnés, ça accélère ton enquête. Alors, moi, j'ai l'impression... C'est comme si moi, je suis zéro inquiet. J'ai l'impression que les gens de l'UPAC là, sont là, surveillent tout ce qui se dit, puis ils vont prendre le relais. En fait, il y a une partie qui ne les intéresse pas. Tout ce qui est incompétence, mauvaise gestion, c'est pas criminel d'être incompétent. Mais tout ce qui est
des gens se sont graissés à la patte, des gros contrats, on s'est augmenté, on s'est chargé plus, des heures. Ces heures-là, ont-tu vraiment été travaillées ou est-ce qu'on a facturé? À mon avis, tout ce qui est de brouillard que quelqu'un se serait mis de l'argent dans les poches, à mon avis, l'UPAC a l'œil là-dessus. C'est toujours le cas à l'approche du 1er juillet. Des gens qui s'en vont vers des appartements, des logements où les animaux sont pas permis, ben ils les abandonnent. Encore faut-il trouver un logement? Oui, déjà ça, c'est difficile oui. à l'approche du 1er juillet cette année. On aura des chiffres un petit peu plus tard là-dessus d'ailleurs, mais là, on voit qu'en ce moment, c'est difficile. Le Québec qui connaît sa pire année d'abandon d'animaux depuis 5 ans. Les on refuges, est juste le 5 juin, là? Absolument. Puis on n'est pas rendu là encore au 1er juillet, mais déjà, on a 30% plus d'abandon qu'à pareille date l'année dernière. C'est la pire année d'abandon en 5 ans. Les refuges débordent, les animaux sont laissés sur le bord des routes. Il y a des annonces sur les sites, les réseaux sociaux, les sites web, Facebook et compagnie, par dizaines pour donner ces animaux. Donc, c'est vraiment difficile en ce moment et les responsables des services animaliers notent vraiment cette pression du contexte économique. Les gens qui, d'abord, n'arrivent plus à payer leur épicerie, donc c'est plus difficile de garder l'animal. Outre le fait que dans certains appartements, c'est pas permis également, bien, les gens ont de la difficulté à payer pour les frais vétérinaires, etc., pour les animaux. Donc, c'est des choix déchirants aussi que les propriétaires ont à faire. Et non seulement il y a plus d'abandon, Mario, mais les animaux qui sont abandonnés, c'est plus long également avant de leur trouver une nouvelle maison, un nouveau foyer. Donc, c'est vraiment pas évident. Mais en fait, depuis la pandémie, on dit qu'il y a beaucoup plus d'animaux de compagnie, mais ça veut aussi dire qu'il y a beaucoup plus de gens qui en ont déjà, là. Fait que, qui sont plus intéressés. Bien, les effets de la pandémie sont là c'est encore. Ça. Ouais. Fait que, d'abord, ça fait plus de gens pour en abandonner. Puis ça fait aussi que quand vient le temps d'en adopter, il y a plus de gens qui disent, ben moi, j'en ai déjà un chien, j'en ai déjà un chat, j'en veux pas un deuxième. Qu'est-ce qui se passe avec Notre-Dame de Paris? Est-ce qu'on va avoir une nouvelle version? On va avoir la version qui nous rappelle tant de souvenirs. Les chanteurs originaux vont être réunis pour un soir à Québec. Il est venu le temps des cathédrales. Mais cette prestation-là là, de Notre-Dame de Paris de Bruno Pelletier... Exceptionnel. C'est dans tout fait lever le poil sur les... ouais, mais c'est dans le top de tout ce qui s'est fait. Tu sais, la voix, la chanson... C'était toute une réussite. L'interprétation, imaginez revoir sur scène, c'est quasiment un rêve, le Bruno Pelletier, Daniel Lavoie, Garou, Patrick Fiori, Julie Zenati, Hélène Zégara. Pour un soir? Oui, parce que... Tu déranges tout ce monde-là, oui. Tu les fais réapprendre leur texte. Mais en même temps, Daniel Lavoie puis Bruno Pelletier, on les a vus dans les dernières années parce que Notre-Dame de Paris était repassée. Non, mais mon point, c'est pas de pas le faire. Mon point, c'est... Tant qu'à le faire, tu pourrais pas faire quelques semaines. Ben, je suis tellement d'accord. Une semaine Québec, 2 semaines Montréal, un petit Trois-Rivières, un petit Sherbrooke, un petit Gatineau. Je sais pas. Tout est proche en plus. J'arrange ça, moi, là. Non, mais on envoie ça dans l'univers. Souvent, ce qu'on nous dit, c'est les horaires, c'est difficile à rentrer. C'est sûr. Souvent, c'est ça. Mais ce serait une excellente nouvelle, puis ça se vendrait. Là, parce que juste quand Notre-Dame de Paris a été de retour, je veux dire, ça se vendait en un claquement de doigts. Fait que là, un soir prévu, ça serait quand? Le soir prévu, c'est le 20 août. À Québec pendant la Super Franco-Fête parce qu'hier, c'était le dévoilement. Donc là, c'est Notre-Dame de Paris, donc l'événement c'est un événement 25e. spécial dans le cas de la Super Franco-Fête. Oui, on dit, nos collègues du journal disent bien sûr, Locke Merville est en attente d'un verdict à la suite d'un procès pour agression sexuelle, donc il n'y sera pas. On dit que Natacha Saint-Pierre aussi, qui a joué un rôle de 99 et 2001, pourrait aussi faire partie de cette soirée-là. Il y aura peut-être d'autres noms aussi qui vont circuler. Elle est en France maintenant, elle vit en France. Exact. Donc peut-être qu'elle viendra faire son petit tour. C'est ce qu'on nous raconte. Il y a d'autres spectacles qui ont été annoncés. On veut entre autres souligner également faire un hommage à Jean-Jacques Goldman, aussi le grand concert de la francophonie le 25 août. L'été de mes chansons, ça, c'est un spectacle qui rassemble toutes sortes de générations. Là. Ariane Roy, Lou-Adrienne Cassidy qui fait sensation cette année, mais avec des piliers. Là. Michel Rivard, Marat Tremblay, Damien Robitaille, Ariane Moffat. Et Marie-Mé aussi va faire partie des spectacles. C'est à l'Agora de Québec. Puis on dit que pour l'année prochaine, 2026, ils veulent revamper ça. Ils veulent mettre la barre plus haute, peut-être même mettre des scènes un peu partout dans la ville de Québec. On dit là, c'est une plus petite programmation cette année, mais on va exploser ça l'année prochaine. Puis il y a un autre spectacle qui devrait être annoncé là, dans les prochaines semaines. Mise en vente des billets aujourd'hui si vous êtes dans la pré-vente. Sinon, c'est lundi pour le commun des mortels comme nous.
Et il y a la belle France Castel qui doit ralentir un peu, là. Je m'étais inquiétée quand j'ai vu ça hier passer, Ben oui, France moi Castel. aussi. J'ai écrit à l'agence juste pour une demande d'entrevue, puis ils m'ont dit « Ah, elle est occupée ces temps-ci, elle a un tournage. » Je me dis « OK, donc ça doit pas être trop grave si elle peut encore travailler. » Mais ce qu'on nous a raconté hier, c'est qu'elle doit se retirer des Belles-Sœurs symphoniques qui vont être présentées en milieu de l'été à peu près. Il semblerait que c'est les recommandations du médecin. Elle doit ralentir ses activités pour quelques temps. C'est ce qu'on nous dit sans nous dévoiler la cause. Il y a un mystère autour de ça. C'est parce qu'elle travaillait encore beaucoup pour son âge, là. Beaucoup. On la voyait beaucoup en direct de l'univers, entre autres. On la voit un peu partout. Mais Donc, elle est toujours bonne, hein? Elle est dans toujours à tout, 100%. Elle est juste toujours... fougue. Il y a quelque chose dans son œil là, qui est vif. Donc, les Belles-Sœurs symphoniques, c'est du 30 juillet au 2 août. Après, il y aura des prestations au Grand Théâtre de Québec. C'est Catherine Major qui va la remplacer. On n'a pas plus de détails sur son état de santé, mais moi, ce qui me rassure, c'est de me dire qu'elle travaille encore présentement. Ralentit un peu. Ralentit un peu. Correct. Ça peut être correct. On envoie des fois ondes aussi, positives à France. On t'aime. Bon. Il y a Maxime qui s'inquiète. Ah oui? Il nous a écrit, parce que j'ai aimé le mot employé par Maxime. Le courroux de Poncho. Le courroux de Poncho sera terrible. Bon, on a plusieurs messages. Là. Félicitations à ma famille du matin. J'ai perdu mon Paul Arcand. J'ai adopté Cube Télé. Je vous regarde dès 6 heures en buvant mon café. On nous regarde. Hein. On vous salue. On vous salue à la caméra. Ça va nous regarder. Bonjour à l'équipe de Cube Radio. Félicitations. J'aime vous écouter tous les jours, Laura. Ben oui, merci d'être là.